Donc, bonjour à tous. Déjà, je voudrais remercier le professeur Philippe Sansonetti pour avoir eu l'initiative cette année de faire venir des jeunes chercheurs de son équipe pour présenter leurs travaux. Et de manière plus générale, je suis très contente d'avoir la chance de travailler avec lui au quotidien et donc d'avoir aussi la possibilité de vous présenter mon travail aujourd'hui. Donc moi, je suis postdoctorante dans son laboratoire depuis un peu moins de 4 ans et je travaille sur les altérations du microbiote intestinal chez les individus porteurs de cancer colorectal. Donc maintenant, il est établi que les individus développant un cancer du côlon ont un microbiote intestinal altéré. Donc vous voyez sur cette diapositive une étude récente où les auteurs ont mis en évidence une vingtaine de bactéries qui sont systématiquement surreprésentées dans le microbiote des patients atteints de cancer du côlon. Et donc les auteurs ont montré que ces bactéries pouvaient être utilisées en complément des tests de diagnostic du cancer déjà existants pour améliorer le dépistage de cette pathologie. Donc nous, ce qu'on a voulu chercher à comprendre, ce sont les mécanismes qui expliquent cette altération du microbiote au cours du développement du cancer colorectal. Donc pour ça, nous avons travaillé avec une bactérie modèle qui est Streptococcus galolyticus. Donc elle est connue par les cliniciens en tant que Streptococcus bovis appartenant au biotype 1 dans l'ancienne classification. C'est une bactérie commensale que l'on trouve dans le microbiote de 15% environ de la population saine. Mais c'est un pathogène opportuniste, c'est-à-dire donc que chez l'animal, elle est retrouvée dans des cas de mastite, chez les bovins notamment. Et chez l'homme, elle est responsable de différentes pathologies telles que les septicémies, des méningites, des endocardites infectieuses, notamment chez les personnes sensibles telles que les personnes âgées. Et ce qui nous intéresse particulièrement pour nous, c'est qu'elle est associée au cancer du côlon. Donc il n'y a pas pour l'instant de preuve formelle d'un rôle protumoral de cette bactérie. En revanche, lorsqu'on la trouve dans le sang de patients, lorsque donc les patients se présentent à l'hôpital avec une bactérémie à Streptococcus galolyticus, eh bien, on va systématiquement pratiquer une coloscopie, puisque dans environ 60% des cas, on va trouver des lésions précancéreuses ou cancéreuses associées au niveau du côlon. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les mécanismes qui expliquent que cette bactérie soit associée au cancer du côlon, soit plus fréquemment retrouvée chez les patients atteints de cancer du côlon par rapport aux individus sains. Donc pour ça, j'ai utilisé un modèle animal qui est un modèle de souris. J'ai donc utilisé 2 groupes de souris, des souris qui étaient naturellement saines et des souris naturellement sujettes au développement de cancer du côlon. Et donc j'ai inoculé par voie orale Streptococcus galolyticus à ces 2 groupes de souris et j'ai étudié la persistance de cette bactérie dans le microbiote de ces 2 groupes de souris. Alors pour cela, j'ai prélevé les selles des souris et je les ai donc étalées sur des géloses sélectives qui m'ont permis de repérer certains membres du microbiote. Donc ces géloses roses permettent notamment d'inhiber la croissance de la majorité des micro-organismes bactériens de la flore, à l'exception des bactéries du genre Enterocoque, et également streptocoques, qui sont donc 2 genres très proches sur le plan phylogénétique. Et en fait, vous voyez ici, chez les souris non porteuses de tumeurs, par rapport aux souris porteuses de tumeurs, eh bien, le microbiote sur ces géloses sélectives est complètement différent. Vous voyez ici une majorité de colonies violettes, une minorité de colonies roses, alors que chez les souris ayant développé des tumeurs, eh bien, le microbiote est principalement constitué de bactéries roses. Et en fait, ces bactéries roses sont les bactéries que j'ai inoculées, Streptococcus galolyticus, donc qui sont en majorité dans les souris porteuses de tumeurs et en minorité chez les souris non porteuses de tumeurs.
chez lesquels on retrouve en revanche beaucoup d'entérocoques, puisque ces colonies violettes sont des entérocoques. Donc on peut mettre en graphe avec des mesures ces observations, et vous voyez ici qu'en bleu, chez les souris qui portent des tumeurs, la bactérie Streptococcus galoiticus est capable de persister dans le microbiote pendant des mois. Ici, on a 3 mois d'expérience. Alors que chez les souris qui ne portent pas de tumeur, eh bien, la bactérie est progressivement éliminée du microbiote au cours du temps. Donc, ceci constituait l'observation qu'effectivement, dans ces modèles animaux, on pouvait reproduire un petit peu ce qu'on avait observé chez l'homme d'un point de vue épidémiologique, à savoir que la présence de tumeurs au niveau du côlon favorisait la persistance de Streptococcus galoiticus dans le microbiote intestinal. Donc, pour expliquer ces mécanismes, on a fait 2 observations. La première, c'est en répétant la même expérience, mais chez des animaux axéniques, c'est-à-dire sans microbiote intestinal, eh bien, on ne retrouvait pas de différence en termes de persistance de Streptococcus galoiticus entre les souris porteuses ou non de tumeurs, comme vous pouvez voir ici. La deuxième observation, donc, ceci suggérait que finalement, en contexte normal, avec un microbiote, ce microbiote constituait un obstacle à la persistance de la bactérie en l'absence de tumeur. La deuxième observation qu'on a faite, c'est que de manière concomitante à cette persistance de Streptococcus galoiticus dans le microbiote des souris porteuses de tumeurs, on a mis en évidence une diminution drastique des entérocoques fécaux présents initialement chez les souris. Donc ça fait référence à ce que je vous ai montré dans le slide précédent, où vous voyez qu'on avait une disparition des colonies violettes sur les géloses des souris porteuses de tumeurs colonisées avec Streptococcus galoiticus. Donc ces 2 observations suggéraient vraiment que peut-être Streptococcus galoiticus en présence de tumeurs gagnait un avantage compétitif par rapport à d'autres membres du microbiote intestinal tels que les entérocoques. Alors, pour essayer d'étudier cette compétition entre Streptococcus galoiticus et les entérocoques intestinaux, on a en fait fait cette expérience que Philippe vous a décrite, qui consiste en fait à étaler un tapis d'entérocoques sur une gélose et de cultiver Streptococcus galoiticus au centre d'un trou dans cette gélose. Et vous voyez que lorsqu'on fait ça, on remarque que Streptococcus galoiticus est capable de sécréter un facteur inhibant la croissance des entérocoques. Vous voyez ici cet halo d'inhibition. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a essayé d'identifier les gènes de Streptococcus galoiticus responsables de cet effet. Et donc on a pu construire un mutant qui était déficient pour un des gènes candidats qu'on avait identifié. Et vous voyez qu'on a pu mettre en évidence que ce gène, dans notre mutant de Streptococcus galoiticus, était responsable de la synthèse de cet antibiotique naturel dirigé contre les entérocoques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite cherché à savoir si cet antibiotique naturel, cette bactériocine, était responsable de la persistance de Streptococcus galoiticus dans le microbiote des souris atteintes de cancer. Donc on a répété l'expérience, celle que je vous ai décrite précédemment, avec la souche sauvage de Streptococcus galoiticus ou la souche déficiente pour cette bactériocine. Et on a essayé, pareil, de voir la persistance de la bactérie dans le microbiote. Et vous voyez ici que, en présence de tumeurs, le mutant de Streptococcus galoiticus est beaucoup moins capable que la souche sauvage de persister dans le microbiote des souris. Donc, ceci nous a permis de conclure que, finalement, ce facteur, cette bactériocine, cet antibiotique naturel, était un facteur de colonisation pour Streptococcus galoiticus en présence de tumeurs. Puisque vous voyez ici que lorsque on fait l'expérience chez des souris non porteuses de tumeurs, eh bien, on ne voit pas de différence de colonisation nette entre la souche sauvage et la souche déficiente de Streptococcus galoiticus. Donc vraiment, c'est le contexte tumoral qui permet à cette bactériocine d'être un facteur de colonisation pour Streptococcus galoiticus. Donc maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'expliquer en quoi cet environnement tumoral
permet l'activation, enfin la révélation de l'activité de cette bactériocine. Alors, l'observation qu'on a faite en parallèle, c'est que l'activité de cette bactériocine est largement augmentée en présence de détergents, comme le Twin par exemple. Donc, vous voyez ici, sans Twin, il n'y a pas d'effet inhibiteur. La Streptococcus galoticus ne produit pas sa bactériocine, ou en tout cas, elle n'est pas active. Alors qu'en présence de Twin, on arrive à révéler grandement cette activité. Et donc, de manière très intéressante, il y a dans le tube digestif des détergents naturels, qui sont donc les acides biliaires, donc dont la fonction principale est de digérer les graisses. Donc, ce sont des détergents naturels. Et lorsqu'on fait l'expérience en remplaçant le Twin par un des acides biliaires, par exemple le déoxycholate ici, on retrouve l'effet du Twin. C'est-à-dire que le déoxycholate permet de révéler l'activité de la bactériocine de Streptococcus galolyticus. Et cette observation était très intéressante pour nous, puisque le déoxycholate est un facteur de risque dans le cancer du côlon. Il est associé, son enrichissement dans le contenu intestinal est associé à un régime riche en graisse, qui est un facteur de risque du cancer du côlon. Il y a également donc, des publications chez l'animal montrant que l'administration chronique de cet acide biliaire chez l'animal favorise le développement de tumeurs. Donc, on est en train d'étudier maintenant, chez nos souris porteuses de tumeurs, si donc le contenu intestinal de ces souris est enrichi en déoxycholate, qui pourrait expliquer la révélation de l'activité de la bactériocine dans ce contexte. Mais on travaille également sur un potentiel rôle de l'environnement tumoral sur l'expression du gène de la bactériocine. Comme vous l'a dit Philippe, ces cholicines ou bactériocines peuvent être exprimés en contexte de stress. Et donc, on travaille sur le fait que peut-être l'environnement tumoral peut constituer un stress ou pourrait constituer un stress pour la bactérie et favoriser l'expression du gène de la bactériocine. Donc voilà, je voudrais remercier tous les collaborateurs, donc toute l'équipe de pathogénie microbienne moléculaire dirigée donc, par Philippe Sansonetti, mais également des collaborateurs à l'Institut Pasteur qui travaillent sur des pathogènes à Gram positive, également donc, le département de chimie et l'Institut Curie, grâce aux équipes de Sylvie Robin et Sylvia Frey, nous avons pu avoir les souris, les modèles de souris sujettes à développer des cancers du côlon. Et merci pour votre attention, si vous avez des questions. Merci beaucoup Laetitia. Donc vous voyez le type d'approche expérimentale qui peut être prise dans ces situations. On n'a toujours pas résolu la question de savoir si c'est Streptococcus galolyticus qui cause le cancer ou sa présence et sa capacité de développement qui répond à la présence d'un cancer. Personnellement, je pense que c'est les deux, mais ça, ce sera l'objet de la suite du travail. Je vous propose, comme on n'est peut-être pas très en avance, et c'est de ma faute, comme d'habitude, je vous demande de m'en excuser, peut-être de tout de suite écouter le séminaire de Puri Lopez Garcia. Et puis on fera une discussion dans la mesure où les sujets sont très liés à la fin. Donc je vous la présente en deux mots et peut-être je vais... Excusez-moi une seconde. Donc Puri Lopez Garcia est un directeur de recherche au CNRS à Orsay, Paris Sud, où en fait elle est responsable dans une grosse unité CNRS qui est essentiellement dédiée à l'étude des populations microbiennes, de la phylogénie, de l'évolution des populations microbiennes. C'est le groupe de Patrick Forter, qui est un de nos grands spécialistes et un spécialiste au niveau international des archébactéries, par exemple. Donc elle est elle-même responsable de l'équipe diversité, écologie et évolution microbienne. J'ai toujours suivi son travail avec beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'elle est assez exemplaire au fond de ce que je disais, c'est-à-dire la nécessité qu'on a lorsqu'on s'intéresse à la microbiologie médicale de regarder un petit peu de temps en temps ce qui se passe en microbiologie de l'environnement. Et elle a vraiment fait des travaux exceptionnels et très largement cités et reconnus internationalement sur les symbioses microbiennes dans les environnements complexes, sur l'adaptation des populations microbiennes dans des situations de changements brutaux de
conditions locales, en particulier d'acidification de milieu ou de changement de disponibilité de certains nutriments. Donc, elle connaît ça très très bien et je crois qu'elle va centrer essentiellement sa présentation sur les symbioses. Mais pour Iso, c'est autre chose, c'est des trucs absolument incroyables. Elle a 2 ERC sur l'évolution, la phylogénie microbienne, l'origine prokaryotique des cellules eucaryotes, les grands phyla, les archébactéries. Enfin, je vous conseille d'aller voir son site web et éventuellement de regarder un certain nombre de ses publications qui sont tout à fait exceptionnelles. Et elle m'a fait la gentillesse, et je le remercie très sincèrement de venir faire un séminaire ce soir. Et voilà, on attend tout ça avec beaucoup d'impatience et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Philippe pour cette invitation d'abord et pour cette introduction un peu trop généreuse. Et je ne veux pas parler aujourd'hui de ma recherche particulière ni de celle de mon équipe, mais j'ai choisi de faire une présentation très générale pour introduire les interactions entre micro-organismes dans des communautés plus ou moins complexes et là, le rôle ou l'effet de ces interactions dans l'adaptation à l'environnement. Donc, les avantages écologiques que vous allez voir sont aussi évolutifs dans la plupart des cas. Donc, je vais faire au cours de cet exposé d'abord un rappel très général sur la diversité microbienne et notre manière de l'étudier, d'étudier la vie en communauté, pour parler ensuite plus largement des symbioses de manière très générale, de leurs conséquences écologiques et évolutives. On verra des exemples de symbioses établies entre des micro-organismes et des macro-organismes, mais aussi entre micro-organismes. Et à la fin, j'aborderai la question de l'intégration des symbioses très poussées pour donner lieu à des structures nouvelles comme c'est celle de la cellule eucaryote et de certains organites de la cellule eucaryote, les mitochondries ou les chloroplastes. Alors, même si on reste, les biologistes ou l'homme en général, ébloui par cette diversité de formes chez les animaux et les plantes, on est bien conscient maintenant que les animaux et les plantes ne constituent qu'une partie très réduite de la biodiversité sur la planète. Et il y a eu au cours des 2 derniers siècles, en gros, 3 événements majeurs, ou 3 types de découvertes qui ont contribué à notre changement de perception de la diversité biologique sur Terre. Donc d'abord et surtout la découverte de tout premiers microscopes et de la vie microbienne en elle-même, c'est-à-dire des petits micro-organismes à l'aube du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, avec la progression des microscopes de plus en plus performants, on peut aller voir ces micro-organismes avec des résolutions parfois inédites. Au cours du XXe siècle, il y a eu 2 événements majeurs de découverte. Parfois, les gens parlent de révolutions qui ont conduit à approfondir notre perception de la diversité microbienne. Donc, d'une part, au cours des années 60, le développement de la phylogénie moléculaire, grâce en partie à l'observation fondatrice d'Emil Zuckerkandl et Linus Pauling, que dans la séquence des nucléotides dans les acides nucléiques ou des acides aminés des protéines s'accumule de l'information évolutive. Donc on peut exploiter cette information évolutive pour essayer d'établir une classification naturelle qui comprenne l'ensemble du monde, y compris le monde microbien. Et c'est ce que Carl Woese a fait à la fin des années 1970, en utilisant comme marqueur moléculaire pour l'ensemble des organismes une molécule, un gène marqueur universel qui est le gène ou l'ARN de la petite sous-unité du ribosome 16S pour les prokaryotes, 18S pour les eucaryotes. Et il a, par la même occasion, pu montrer que les organismes vivants se distribuent dans 3 grands domaines phylogénétiques,
les archées, les bactéries et les eucaryotes. En plus de cette révolution liée à la possibilité d'établir une classification naturelle pour les micro-organismes et l'ensemble des organismes, il y a une autre révolution qui s'est produite à conséquence de cette première révolution et qui est celle qui a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui la microbiologie environnementale. C'est la possibilité d'étudier les organismes dans leur milieu naturel et de les identifier, puisque depuis très longtemps, les microbiologistes savaient que seule une faible proportion des organismes qui sont présents dans des échantillons naturels peuvent être cultivés au laboratoire. Donc, les gens parlent de 1%, c'est des proportions très variables, en tout cas une faible proportion. Or, des techniques de développement technique comme la PCR et d'autres par la suite, la possibilité de séquencer de plus en plus massivement, ont permis de s'affranchir de ces étapes de culture et d'aller amplifier des gènes marqueurs, comme par exemple les gènes d'ARN ribosomiques, pour aller explorer la diversité de ces gènes et par conséquent des micro-organismes qui les portent dans la nature. Et donc ça, ce type d'approche réalisée dans des environnements très différents, que ce soit les océans, les sols, les cours d'eau et des environnements extrêmes, ont permis au cours des dernières 10-20 ans de reconnaître une extraordinaire diversité génétique chez les micro-organismes. Et donc, on reconnaît cette diversité génétique de toute manière s'accorde bien avec une distribution dans 3 domaines du vivant tels que Carl Woese l'avait montré avec une représentation taxonomique beaucoup plus faible, 2 domaines d'organismes prokaryotes, les archées et les bactéries. Donc ces triangles correspondent à des phyla, c'est-à-dire des divisions des grands groupes d'organismes. Pour certains, on n'a pas de représentants cultivés. Donc les bactéries et les archées sont des organismes prokaryotes avec une structure cellulaire relativement simple, mais qui, d'un point de vue métabolique, présentent une extraordinaire diversité. Quand je dis métabolique, je fais référence essentiellement ici au mode d'utilisation et d'acquisition du carbone et de l'énergie, de production, de transformation de l'énergie. Donc, c'est-à-dire les sources de carbone et d'énergie de ces organismes-là sont extraordinairement diverses. Par contre, dans le 3e domaine du vivant, les eucaryotes, avec des cellules à noyau plus complexes, on trouve une diversité métabolique en termes de fixation des carbones et d'obtention d'énergie qui est beaucoup plus faible, mais une grande diversité morphologique. Cela dit, la plupart de la diversité génétique chez ces différents groupes eucaryotes, qu'on peut classer en plusieurs supergroupes, correspondent bien aux organismes microbiens qu'on appelle des protistes, ce sont des eucaryotes unicellulaires, et l'apparition de la multicellularité est quelque chose de relativement restreint. Donc on a des groupes comme les animaux, comme les plantes, certains d'autres groupes qui possèdent également des tissus plus ou moins complexes, qui sont éparpillés dans l'arbre des eucaryotes, donc ce qui suggère que la multicellularité est apparue de manière indépendante plusieurs fois lors de l'évolution eucaryote, mais la plupart de la diversité des eucaryotes correspond bien à des organismes microscopiques, à des micro-organismes, des protistes. Donc, ces organismes-là, des micro-organismes, s'organisent dans des communautés qui sont complexes et où on trouve des interactions de différentes natures. Ça peut être, par exemple, des interactions trophiques, c'est les plus importantes. Donc ici, par exemple, ça peut être le cas du plancton marin ou d'eau douce, où on a des fixateurs primaires, comme les cyanobactéries, qui sont capables de fixer les CO2 et faire de la matière organique, qui vont être à la base d'une chaîne trophique qui est continuée par des protozoaires ou des petits animaux, etc.
on peut avoir une dégradation des produits des déchets à travers le bactérioplancton, à travers des bactéries hétérotrophes qui vont consommer cette matière organique et la recycler dans ce type de système, et donc construire des chaînes qui sont de plus en plus complexes avec des animaux de taille de plus en plus importante, des prédateurs des niveaux de plus en plus supérieurs. Donc ça, c'est un exemple des types d'interactions qu'on peut trouver dans ces systèmes. Aujourd'hui, on essaye de détailler ce type d'interaction à un niveau résolutif plus fin, c'est-à-dire au niveau des espèces ou des organismes taxonomiques fonctionnels ou opérationnels, des OTU, on appelle normalement. Et donc, je vous montre un exemple récent, donc établi à partir de l'exploration ou l'expédition des Tara Oceans, des Tara, donc qui a collecté des échantillons planctoniques un peu dans le globe à différents endroits. Et donc, on peut établir à travers des analyses moléculaires des réseaux de co-occurrences, donc des présences simultanées d'organismes appartenant à différents groupes. Donc ici, ce qui définirait des associations positives, ce que vous voyez ici, les connexions correspondent à des co-occurrences, à la présence simultanée des organismes, ou au contraire, on peut définir la présence l'existence d'associations négatives, c'est-à-dire d'exclusion mutuelle entre différents organismes, de manière à partir de cette information originale, établir des réseaux d'interaction dans lesquels, en particulier ici, on a des traits verts qui correspondent à des associations positives et des traits rouges qui correspondent à des associations négatives. Ça peut être de la prédation, du parasitisme entre différents nœuds qui sont des groupes d'organismes différents. Donc ça, c'est un exemple des choses qu'on peut faire. Simplement, ces interactions, parfois on ne sait pas lesquelles elles sont, et dans certains cas, ces interactions sont stabilisées par des symbioses. Et en tout cas, dans ces environnements, comme par exemple l'océan, le plancton, c'est des communautés qui sont relativement, malgré le fait qu'il y a énormément de composantes, relativement simples par comparaison à d'autres types de communautés, comme par exemple les biofilms ou les tapis microbiens. Je vous montre un exemple où la structure est beaucoup plus complexe. Donc ici, vous voyez une photo en microscopie confocale, simplement par autofluorescence. Ce que vous avez devant vos yeux, c'est des organismes qui sont photosynthétiques et qui fluorescent par la présence des chlorophylles et d'autres pigments associés sous une lumière d'une longueur d'onde précise. Et donc, vous voyez des filaments qui correspondent à des filaments des cyanobactéries, vous voyez des tas de petits points plus petits, ce sont tous des organismes photosynthétiques qui sont au milieu d'une communauté beaucoup plus complexe. Vous pouvez peut-être ici apercevoir des diatomées avec leur squelette siliceux autour, donc des communautés extrêmement complexes. Alors, ces biofilms, ces tapis microbiens, sont très répandus dans certains environnements et donc peuvent être très structurés devant une source de lumière. Vous voyez différentes couches de couleurs. Et on sait que ce type de système ont été très importantes dans le passé, puisque dans certains cas, ce type de systèmes peuvent favoriser la précipitation minérale, par exemple des carbonates, et favoriser la fossilisation de ce type de communautés sous la forme de ce qu'on appelle des stromatolites et des stromatolites fossiles qui témoignent de l'existence passée de ces communautés. Et donc, on sait aujourd'hui que les traces dont on dispose des vies les plus anciennes, ce qui date d'il y a 3,45 milliards d'années, correspondent précisément à ce type de communautés. Donc, on sait que des communautés très fortement structurées
face à la lumière étaient déjà présentes et ont coexisté avec la planète et la géologie de la planète pendant très longtemps. Alors ce type de stratification, elle est présente dans d'autres systèmes qui, comme la colonne d'eau, par exemple, surtout dans des environnements où on a un confinement et où la diffusion de l'oxygène est plus difficile, avec des régions qui sont oxygénées en surface et suboxiques et anoxiques en profondeur. On trouve ces distributions ou ces gradients chimiques également dans des sédiments, donc des systèmes qui sont répandus dans l'ensemble de la planète. Et dans ce type de système, on trouve tout un tas d'interactions métaboliques et une stratification de communautés fonctionnelles et qui se repartissent le long de ces gradients chimiques ou redox, d'oxydoréduction, avec l'oxygène qui est présent en surface et qui diminue au fur et à mesure qu'on va dans la profondeur, et le sulfure, par exemple, qui est beaucoup plus abondant dans des couches inférieures. Et donc, on a des métabolismes qui se distribuent, des groupes métaboliques qui sont prédominants à différentes profondeurs dans ce type de gradient, avec des cyanobactéries, par exemple, à la surface, où on a qui peuvent fixer le CO2, elles sont photosynthétiques, et produire de l'oxygène en surface, alors que plus en profondeur, on va trouver d'autres organismes qui vont être anaérobies et ne pas dépendre de l'oxygène. Mais ce qui est remarquable dans ce type de système, c'est qu'il y a souvent une complémentarité métabolique, c'est-à-dire qu'on a des organismes qui utilisent le produit des déchets des autres organismes comme produit pour obtenir leur propre énergie. Par exemple, vous avez ici en bas des bactéries sulfatoréductrices qui vont pouvoir oxyder les sulfates en hydrogène sulfuré, les sulfures, et des bactéries qui vont utiliser ces sulfures en les oxydant pour tirer leur énergie. Et elles peuvent être phototrophes ou pas, donc c'est-à-dire fixer le carbone inorganique ou pas. Donc tout un tas de métabolismes qui sont complémentaires et qui ont une structuration spatiale. Alors certains de ces métabolismes ou certaines de ces interactions qui ont lieu dans l'espace peuvent être stabilisées à travers des symbioses. Et ça, c'est très important, on verra plus tard des exemples. Et donc, cela ouvre pour moi la page de la symbiose. Qu'est-ce qu'est une symbiose? Le terme de symbiose a été introduit par Anton de Bary à la fin du XIXe siècle, et ça veut dire étymologiquement vivre ensemble. Donc, c'est des interactions qui sont stables, plus ou moins stables, entre deux ou plusieurs partenaires. Et certaines de ces symbioses peuvent mener à l'intégration et à la apparition, à la création, si vous voulez, d'un nouvel organisme. C'est les cas emblématiques des lichens, par exemple, dans lesquels on a des associations entre des champignons et des organismes photosynthétiques. Ça peut être des cyanobactéries ou des algues vertes, par exemple. Donc, les symbioses, on peut les classifier dans différents types. En fonction de la fitness, on a entendu parler de la fitness auparavant, et on classifie les symbioses en des mutualismes, c'est-à-dire des interactions ou des symbioses dans lesquelles les deux partenaires tirent un avantage sélectif, des parasitismes, des cas où la fitness d'un organisme est affectée négativement alors que l'autre tire un avantage, et finalement des commensalismes où on ne voit pas en effet évident sur la fitness des organismes impliqués. Très souvent ou parfois, les différents chercheurs utilisent ou assimilent la symbiose au mutualisme, mais elle touche à l'ensemble de ces types d'interactions, sachant que très souvent, un parasitisme peut se convertir en mutualisme et vice-versa en fonction des conditions environnementales. Donc, le rôle de l'environnement peut être très important. On va ensuite parler des symbiose facultative ou obligatoire, si les organismes sont dépendants obligatoirement de cette symbiose pour exister, ou si simplement en fonction des conditions environnementales, on peut ou pas réaliser des interactions qu'on va appeler symbiotiques,
On peut parler d'ectosymbiose quand les contacts entre les organismes est à la surface, ou d'endosymbiose quand un organisme, un des partenaires symbiotiques, est à l'intérieur de l'autre. On va voir quelques exemples maintenant des symbioses. Les symbioses les mieux étudiées correspondent à l'interaction des micro-organismes avec des macro-organismes, notamment des animaux, mais aussi des plantes. Et on peut classer ces symbioses en fonction du type d'interaction fonctionnelle qui est établi, un phototrophe, hétérotrophe, chimiotrophe. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, des symbioses phototrophes sont celles que beaucoup d'animaux établissent avec des organismes, des micro-organismes photosynthétiques. Souvent, c'est des algues unicellulaires. Vous savez ici des dinoflagellés du genre Racembiodinium qui sont des symbions très fréquents dans des vertébrés marins, notamment chez des coraux, mais aussi dans des bivalves ou des anémones, par exemple. Ce type de symbiose est très important d'un point de vue écologique et adaptatif, puisque cela permet aux coraux, par exemple, de se répandre dans certaines zones océaniques de manière très importante, et l'absence de ces symbioses est délétère pour les animaux qui la portent. Et donc, on assiste aujourd'hui, à conséquence notamment de changements climatiques globaux avec l'acidification des océans, à des événements de perte massive de ces symbions, ce qui mène au blanchiment de coraux, dont vous êtes certainement au courant. Alors, ces symbioses phototrophes sont très répandues, surtout dans des environnements, ou dans des animaux appartenant, invertébrés en général, mais on le trouve parfois même dans des vertébrés. Donc, par exemple, vous avez ici une image des embryons des salamandres qui établissent des symbioses avec des algues vertes, des chlorophytes, qui vont, elles, produire de l'oxygène à proximité de ces embryons, alors qu'elles vont profiter des déchets, de l'uréa, des déchets azotés provenant de ces embryons. L'azote, on va le voir, est un élément clé de beaucoup de symbioses parce qu'elle est limitante dans beaucoup d'environnements. C'est un élément qui parfois fait défaut. Des symbioses hétérotrophes aussi sont très répandues. Ce sont souvent des symbioses complexes avec des communautés à multipartenaires. Et deux exemples connus, c'est les communautés microbiennes du rumen des vertébrés, des herbivores, des vaches par exemple, ou celles établies avec des termites. Dans les deux cas, on va avoir une succession des micro-organismes eucaryotes, des champignons ou des protozoaires, mais aussi des prokaryotes par la suite, qui vont dégrader des fibres complexes de la lignine, la cellulose, que les animaux, nous, ne savons pas dégrader. Et donc, on a, par cette succession écologique au sein de cette communauté, la dégradation et donc l'accès à une niche écologique particulière qui est celle par exemple des termites ou des grands herbivores qui peuvent consommer des plantes et dégrader donc ces composés, ces hydrates de carbone complexes pour produire des sucres simples qui peuvent être incorporés par l'animal. Et souvent, à la fin de cette chaîne de dégradation de la matière organique, on va voir la production d'hydrogène et la production de CO2 qui vont être utilisés par des archées méthanogènes. Dans le deux cas, vous savez que aussi bien les vaches ou les herbivores que les termites sont des grands émetteurs de méthane, de CH4, un gaz à effet de serre important. Parmi ces symbioses hétérotrophes, on pourrait considérer les différents microbiomes humains à une certaine échelle, on en a parlé, et notamment les microbiomes intestinaux, qui est extrêmement complexe. On en a entendu parler, donc je ne vais pas entrer dans les détails.
On sait effectivement, grâce à des approches moléculaires qui nous permettent de caractériser les différents composants de ces microbiomes, et à des approches métagénomiques, c'est-à-dire d'analyse de l'ensemble des génomes de ces différents micro-organismes, donc des génomes communautaires, que ces microbiomes contribuent à structurer et à la fonction de l'intestin, qu'on a une influence sur une coévolution même avec le système immunitaire et la formation de ces systèmes immunitaires. Et évidemment, ils produisent un avantage métabolique pour l'hôte qui porte ces communautés. Donc il y a tout un tas d'interactions qui sont possibles. Et finalement, je vais parler des symbioses chimiotrophes qui sont établies avec des organismes qui fixent le CO2, mais plutôt dans des conditions d'absence de lumière. Et donc, ce sont des symbioses très importantes dans des systèmes comme les sources hydrothermales sous-marines, où on a des écosystèmes où la base, où la production primaire, le premier maillon de la chaîne trophique est la chimiosynthèse, c'est-à-dire la fixation de CO2, grâce non pas à l'énergie produite par la lumière, enfin tirée de la lumière, mais tirée des réactions redox qui font intervenir des composantes réduites et des composantes oxydées. De telles composantes se retrouvent en quantité, coexistent dans certains systèmes où on a des gradients redox. C'est le cas de ces sources hydrothermales sous-marines où on a l'eau de mer qui pénètre dans les couches superficielles du manteau, elle lessive tout un tas de métaux, de minéraux, et elle remonte chargée en gaz réduit comme l'hydrogène sulfuré, le méthane, parfois elle remonte aussi avec de l'hydrogène. Donc on a un apport de gaz très réduit alors que l'eau de mer elle est très oxygénée, et donc on a à la fois des donneurs d'électrons et d'accepteurs d'électrons. Et donc, il y a une opportunité pour beaucoup de micro-organismes pour exploiter ces sources d'énergie et produire, fixer le carbone et constituer des écosystèmes qui sont, sinon pas complètement indépendants de la lumière solaire, parce que l'oxygène, il vient de la production photosynthétique des cyanobactéries, donc en surface originalement, mais au moins d'une manière assez indépendante de la photosynthèse actuelle. Parmi ces systèmes où on trouve, qui constituent très souvent des hotspots ou des points chauds de diversité dans les fonds océaniques, on a l'établissement de beaucoup de symbioses qui sont parfois très poussées. Un exemple assez emblématique est constitué par ce ver géant qui est Riftia pachyptila, qui a complètement transformé son intestin dans un sac à bactéries qu'on appelle un trophosome. Et dans ce sac, on a la présence de ces symbiontes qui est une gamma-protéobactérie chimiolitho-autotrophe qui va fixer le CO2, qui va donc produire des composés organiques qui vont être consommés par l'hôte en oxydant l'hydrogène sulfuré, en oxydant le soufre. Et elle tire ainsi son énergie, de telle manière que l'hémoglobine de l'hôte est modifiée pour pouvoir transporter non seulement l'oxygène qui est nécessaire pour l'hôte et pour la bactérie, mais aussi le H2S, l'hydrogène sulfuré, et le nitrate qui peut remplacer l'oxygène dans ces réactions d'obtention d'énergie. Ces types de symbioses qui ont été bien étudiés dans les systèmes hydrothermaux sous-marins ne sont pas cantonnés à ces systèmes, mais on les retrouve là où on a des gradients redox très forts dans les sédiments de différentes profondeurs, même si moins spectaculaires, et jusqu'aux sédiments des eaux douces en région parisienne, par exemple. On a ce type de systèmes où on a des gradients redox très forts, avec beaucoup de bactéries impliquées dans des symbioses qui oxydent le soufre ou l'hydrogène sulfuré, qui oxydent le méthane et qui réduisent le soufre des bactéries sulfato-réductrices.
Certaines de ces symbioses peuvent être multiples, et donc on a des systèmes où, par exemple, on a la présence de deux bactéries qui réalisent des métabolismes différents. Vous avez ici des moules de provenance de ces systèmes profonds sous-marins du genre Bathymodeolus qui entretiennent des symbioses avec à la fois des bactéries qui sont ici marquées en vert avec une sonde fluorescente au niveau des branchies de l'organisme, et qui sont des bactéries qui vont oxyder l'hydrogène sulfuré en sulfate, et des bactéries qui sont moins abondantes, colorées en rouge, ici avec une sonde, qui vont oxyder le méthane qui est très abondant dans ce type de système apporté par les fluides hydrothermaux. Mais on peut avoir des symbioses encore plus complexes. Donc ça, c'est un autre exemple d'un ver oligoquète qui est typique des fonds marins, des sédiments marins, qui s'appelle Olabius algarvensis, où on a à la fois deux gamma-protéobactéries, deux delta-protéobactéries et des spirochètes qui se retrouvent parfois. Les différentes couleurs correspondent à la fluorescence avec des sondes fiches. Et on a étudié ce système un peu plus en détail grâce à des analyses métagénomiques, c'est-à-dire des analyses où on a séquencé l'ensemble des génomes des partenaires de cette symbiose, et on a pu reconstituer les protéines qui font partie de ces deux grands symbions principaux, une gamma-protéobactérie et une delta-protéobactérie, et on a dans un cas un organisme qui est capable d'utiliser l'hydrogène sulfuré, de l'oxyder en sulfate, et l'autre symbion utilise un métabolisme énergétique qui est complémentaire. Il va utiliser ce sulfate et le réduire en H2S. Donc on a l'établissement d'un cycle du soufre à l'intérieur d'un animal, d'un ver oligoquète, et qui profite donc de la fixation du CO2 par les deux partenaires et de l'établissement de ces cycles du soufre. Plus que cela, ces deux symbions, en réalité il y a deux types pour chaque symbion, permettent une régulation beaucoup plus fine. On est ici en fonction de la profondeur et donc du contexte environnemental. Donc vous avez ces petits vers oligoquètes vivent dans des sédiments côtiers, et donc il peut aller plus ou moins profondément. Et en fonction de la profondeur et donc de l'accessibilité à l'oxygène, au nitrate et au sulfate, les symbions vont faire des tâches ou vont réaliser des métabolismes ou des fonctions métaboliques légèrement différentes. Si on est en surface, les symbions, qui est une gamma-protéobactérie, va pouvoir oxyder le soufre avec l'oxygène, avec donc une respiration aérobie. Plus en profondeur, ça va être avec les nitrates qu'il va être oxydé, ou plus en profondeur, ça va être avec la matière organique, on aura cette oxydation du soufre. Alors que dans les cas de la delta-protéobactérie, des bactéries sulfatoréductrices, on aura l'utilisation de l'hydrogène en profondeur, l'utilisation de la matière organique à des profondeurs intermédiaires, et en surface, ça sera à nouveau une respiration aérobique. Donc une régulation métabolique très fine pour un organisme qui entretient ces symbions en se promenant le long de ces gradients redox. Donc, j'ai parlé des endosymbioses qui existent avec les animaux. On connaît également des symbioses très générales avec les plantes. Parmi les plus connues, avec des micro-organismes, c'est les symbioses établies avec des bactéries, des alpha-protéobactéries de genre Rhizobium, qui sont capables, elles, de fixer l'azote atmosphérique et donc de donner un avantage à travers l'accès à une azote réduite aux plantes. En bas, vous avez une bactérie qui appartient au même groupe, qui appartient au genre Agrobacterium. C'est une alpha-protéobactérie, mais elle n'est plus symbionte, elle n'est plus mutualiste, elle est parasite ou pathogène. Donc, c'est un exemple de comment on peut avoir un gradient
certains groupes phylogénétiques vont pouvoir faire le choix d'aller vers le mutualisme, d'aller vers le parasitisme à partir d'un ancêtre commun qui a appris à interagir avec les plantes et à former ce type de nodules à travers une cascade de signalisation dont on ne va pas entrer dans les détails maintenant. Mais probablement, les types de symbioses les mieux connus chez les plantes, c'est celle qui est établie avec des mycorhizes, donc des champignons filamenteux, qui donc établissent des symbioses avec plus de 80% des plantes terrestres. Donc c'est vraiment très répandu. Et ces filaments vont pénétrer dans les tissus des racinaires et ils vont établir ce qu'on appelle des arbuscules, c'est-à-dire des contacts très développés entre des cellules racinaires et les cyphes fongiques pour échanger. Alors, qu'est-ce que ces organismes échangent? Eh bien, la plante va céder du carbone fixé, c'est-à-dire de composés organiques, vers les champignons. Et les champignons, en échange, vont pouvoir apporter des acides aminés qui sont une source d'azote. On a toujours le problème avec l'azote, mais aussi le phosphore et l'eau. De telle manière qu'on pense que ces symbioses mycorhiziennes ont été non seulement très avantageuses pour l'écologie de ces organismes-là, des plantes, mais aussi d'un point de vue évolutif, ça a été un avantage et même une révolution puisque cela a permis le développement et l'évolution même des plantes terrestres, la colonisation des niches nouvelles et donc la diversification des plantes terrestres telles qu'on les connaît. Donc on pense que à l'aube de la diversification de plantes terrestres actuelles, on a eu une symbiose avec ces champignons filamenteux qui appartiennent essentiellement au gloméromycota, mais il y a d'autres champignons, à partir des algues vertes, du lignées d'algues vertes, et puis on assiste par la suite à une diversification et des plantes et de ces symbioses mycorhiziennes qui sont aujourd'hui très répandues. J'ai parlé des symbioses établies entre les micro-organismes et des animaux ou des plantes. On a également énormément de symbioses microbiennes entre micro-organismes de différentes natures, que ce soit des eucaryotes et des bactéries, des archées, des bactéries, et toutes les combinaisons possibles. Cela dit, il est beaucoup plus difficile pour nous d'étudier les bases de ces symbioses, les bases moléculaires, et la nature de ces symbioses, de les identifier tout simplement. Dans beaucoup de cas, on peut identifier l'association physique étroite, par exemple ici, des bactéries à la surface de ces protistes, ou ici le cas de ces archées à la surface d'une autre archée hyperthermophile, mais ces symbioses restent cryptiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est l'échange potentiel ou l'avantage sélectif, s'il y en a un, mais apparemment cet échange ou cet avantage existe. Dans certains cas, on peut le supposer. Par exemple, ici, on a un consortium symbiotique où on a un partenaire qui est photosynthétique. C'est une bactérie photosynthétique anoxygénique qui utilise le H2S à la place de l'eau, donc qui ne produit pas d'oxygène. Donc on peut supposer qu'il y a un avantage en relation avec la fixation de carbone par photosynthèse. Mais donc, si jusqu'à présent on ne pouvait pas étudier en détail les bases d'échange entre ces partenaires symbiotiques, on commence à voir les outils de plus en plus pour le faire. Et donc on assiste à une multiplicité de descriptions des symbioses établies dans le monde microbien. Parmi ces outils, on a par exemple le FISH, l'hybridation fluorescente in situ, mais aussi la nanosims, donc c'est une spectrométrie ou une spectroscopie de masse à l'échelle microscopique qui va par exemple nous permettre de voir l'incorporation d'isotopes stables comme l'azote 15 dans des cellules. Et c'est en utilisant ce type de technique qu'on a pu montrer qu'un certain nombre de symbioses entre micro-organismes, ce sont des symbioses métaboliques
qu'on appelle des centrophies, et un certain nombre d'entre elles concernent le transfert d'azote entre partenaires. Ici, vous savez, un filament des cyanobactéries qui établit une symbiose avec des alpha-protéobactéries capables de fixer l'azote, et donc l'azote marqué un isotope stable 15. Un autre exemple d'une diatomée marine, cette fois avec une cyanobactérie qui, elle, va pouvoir fixer l'azote grâce à des cellules modifiées, des hétérocystes, qui permettent de protéger la cellule de l'oxygène pour que la nitrogénase, qui est sensible à l'oxygène, puisse agir. Donc, un autre cas de symbiose, mais peut-être le cas le plus emblématique et aussi assez récent est celui d'un groupe nouveau des cyanobactéries qu'on appelle Usine A, qui est ici marqué en rouge, avec une cellule d'algue qui est une symbiose extrêmement répandue dans les milieux océaniques et dont l'histoire est très intéressante puisque ces groupes de cyanobactéries a été détectés comme très abondantes et faisant partie des communautés planctoniques marines, probablement comme fixatrices d'azote, et on a pu trier des cellules, mais elle n'est pas cultivable, donc on a pu cumuler la biomasse de ces cellules en utilisant la cytométrie en flux, en utilisant la fluorescence de ces cellules, et on a pu, à partir de cette biomasse, séquencer le génome, extraire l'ADN, séquencer le génome, et le génome est un génome réduit qui contient les gènes pour la fixation d'azote, mais qui ne contient pas des gènes du photosystème 2 ni de la rubisco, qui est une enzyme impliquée dans le cycle de Calvin, donc de fixation de CO2. Donc il n'y a pas de photosynthèse. Le photosystème 1 est toujours présent, mais il n'y a pas vraiment une photosynthèse, une fixation de carbone. Et donc c'est le premier exemple de cyanobactéries qui n'est pas capable de réaliser la photosynthèse. Et en plus, plusieurs voies de synthèse d'acides aminés sont absentes de ces génomes. Donc on s'est posé tout de suite la question, est-ce qu'on est devant une symbiose obligatoire avec quelque chose d'autre, puisqu'on n'a pas toutes les capacités qui sont typiques d'une cyanobactérie. Et donc pour ce faire, les gens de l'équipe de Jonser sont allés chercher dans le milieu marin des interactions potentielles et ils ont trié des cellules, cette fois-ci des petits eucaryotes photosynthétiques, donc des petites algues appartenant à un groupe particulier d'aptophytes, qui sont en association très étroite avec cette cyanobactérie. Et ils ont pu montrer qu'en effet, l'échange est de l'azote fixé par le petit cyanobactérie qui est en association avec l'algue qui, elle, fixe le carbone puisque c'est une algue photosynthétique et le passe à la petite bactérie. On a d'autres types de syntrophies, donc des symbioses métaboliques. Parmi les plus connues, c'est celle du transfert interspécifique de l'hydrogène, qui sont très fréquentes dans les sédiments profonds qui sont dépourvus d'oxygène. Et donc, parmi ces symbioses, on a les symbioses entre archées méthanogènes et bactéries fermentatrices qui produisent de l'hydrogène qui est utilisé pour fabriquer du méthane avec du CO2 de la part de ces archées. Et on a des organismes, par exemple ici, qui sont capables de faire le contraire, c'est-à-dire oxyder le méthane dans des conditions anaérobies en établissant une relation de symbiose avec des bactéries sulfato-réductrices qui, elles, vont utiliser l'hydrogène libéré de la première réaction, donc des relations métaboliques très étroites. Et ce type de symbiose, on peut le retrouver même à l'intérieur du cytoplasme de certains organismes eucaryotes, comme des ciliés qui possèdent des archées méthanogènes à l'intérieur et qui ont des organites qu'on appelle des hydrogénosomes qui dérivent des mitochondries et qui sont modifiés. Au lieu de respirer l'hydrogène, ces organites-là fermentent de la matière organique, produisant de l'hydrogène qui va être utilisé par ces méthanogènes-là pour fabriquer du méthane et donc réaliser ce métabolisme. Donc on a internalisé une relation métabolique qui existait auparavant dans l'environnement pour avoir un avantage sélectif et pouvoir
ouvrir une niche métabolique nouvelle, une niche écologique nouvelle à des organismes qui autrement devraient être dépendants de l'oxygène, comme c'est les eucaryotes. On a parlé d'endosymbiose et jusqu'à très récemment, ou il y a quelques années, on pensait que l'endosymbiose était quelque chose qu'on ne connaissait que chez les eucaryotes, mais on a découvert la présence des endosymbionts prokaryotes à l'intérieur d'autres prokaryotes, et notamment, donc ça c'est un exemple qui date de 2001, et même à l'intérieur des mitochondries. Donc vous avez, par exemple, dans les cas des tiques, des bactéries appartenant à l'ordre des rickettsiales. C'est des alpha-protéobactéries parasites qui sont à l'intérieur des mitochondries de cet organisme-là. Donc on a aujourd'hui une base de plus en plus enrichie des génomes des organismes microbiens intervenant dans des phénomènes de symbiose, et on peut tirer, à travers la comparaison de ces génomes, une série d'observations qui sont générales. On observe une diminution dans les cas des symbioses établies et obligatoires de la taille du génome de ces symbiontes, avec notamment l'inactivation de gènes, donc la présence des pseudogènes et des pertes de gènes, mais aussi un transfert horizontal des gènes à l'autre. Donc les deux phénomènes peuvent coexister et contribuer à la diminution de la taille du génome. Et on assiste aussi à une diminution du contenu en GC. Donc des génomes plus petits, vous avez des exemples ici, des génomes de différents endosymbiontes d'organismes. Dans ces cas-là, c'est des pucerons, mais on a aussi des symbiontes autotrophes avec des tailles génomiques qui sont de plus en plus réduites. Dans certains cas, on a des génomes plus gros, mais ça correspond à des nouveaux symbiontes, des endosymbiontes secondaires qui viennent juste d'arriver et n'ont pas encore subi cette réduction génomique. Et ce sont des génomes enrichis en AT. Vous avez ici, dans ce graphe, une représentation du contenu en GC des différents génomes en fonction de leur taille. Vous avez plein de points. Et les points qui correspondent aux tailles les plus petites sont en général enrichis en AT. Pourquoi ? Ceci est la conséquence à la fois d'un biais mutationnel qui est universel et qui conduit à l'apparition de mutations de plus en plus vers AT, et au cliquet de Müller qui donc explique qu'en absence d'une forte compétition dans des lignées asexuées typiquement des bactéries, avec des tailles d'effectifs faibles, c'est ce qui se passe dans les cas des populations endosymbiontes, on a la fixation et l'accumulation des mutations qui sont délétères, et tout ça contribue à cet goulot d'étranglement et à cette évolution réductive et à un enrichissement en AT. Et donc à tel point que les génomes qui sont les plus petits, on peut se poser la question si on est devant vraiment des symbiontes, d'organismes symbiontes ou des organites, des véritables organites. Et donc cela me mène à la dernière partie de mon exposé qui sera courte, où on va parler de l'intégration des symbioses, et des symbioses métaboliques en particulier, et l'origine des organites eucaryotes et de la cellule eucaryote en elle-même. Donc on sait que la cellule eucaryote est une cellule complexe avec beaucoup d'espace intramembranaire à l'intérieur, et parmi elles, on sait aujourd'hui que les cyanobactéries dans les cas d'eucaryotes photosynthétiques et les mitochondries dans les cas de l'ensemble des organismes eucaryotes dérivent des anciennes bactéries symbiotiques. L'idée d'une origine endosymbiotique des mitochondries et des plastes n'est pas nouvelle. Elle a été énoncée d'abord par Konstantin Merezhkovsky à l'aube du XXe siècle. Et il a d'ailleurs proposé aussi que le noyau était dû à un phénomène d'endosymbiose, mais ces idées ont été un peu abandonnées pendant une grande partie du XXe siècle jusqu'à ce que Lynn Margulis récupère l'idée originale de Merezhkovsky comme quoi l'ancêtre des chloroplastes était une cyanobactérie, mais il a aussi proposé que l'ancêtre des mitochondries
était une bactérie pourpre, une alpha-protéobactérie pour nous aujourd'hui. Donc il y avait tout un tas d'observations qui menaient à cette hypothèse, le fait que mitochondries et chloroplastes dérivent des mitochondries et des chloroplastes préexistantes, la présence des doubles membranes dans ces organites, la présence des ribosomes de type bactérien et finalement la présence des génomes. Et quand on a pu séquencer ces génomes, on s'est aperçu que ces gènes étaient de nature prokaryote. Et donc la démonstration un peu plus démonstrative du fait que ces organites dérivent des anciennes bactéries a été apportée par la phylogénie moléculaire. Parmi les premières analyses de phylogénie moléculaire, ça a été d'analyser des gènes qui étaient présents dans les génomes des chloroplastes et des mitochondries et qui plaçaient les chloroplastes au sein des cyanobactéries et les mitochondries au sein des alpha-protéobactéries. L'origine des chloroplastes dans l'évolution de ces organites, on assiste à cette observation que je mentionnais auparavant d'une réduction génomique, puisque dans les cas des cyanobactéries de vie libre, quand on observe les tailles génomiques, on a des tailles qui varient entre 1,6 et 12 mégabases, autant dire plus de 1500 gènes. Et alors que les chloroplastes, les génomes chloroplastiques contiennent entre 100 et 200 gènes codant pour des protéines. Donc on a une réduction au moins 10 fois du nombre de gènes qui codent pour des protéines. Et quand on analyse le génome des Arabidopsis thaliana, donc une plante terrestre, on s'aperçoit que dans les génomes nucléaires, on a jusqu'à 15% de gènes d'origine chloroplastique, d'origine cyanobactérienne. Donc ça veut dire que ces gènes ont été transférés par transfert horizontal via cette endosymbiose. On parle de transfert endosymbiotique des gènes de la cyanobactérie originale vers l'hôte eucaryote. Cette endosymbiose avec des organismes photosynthétiques qui sont des cyanobactéries a été un succès extraordinaire à la fois écologique, puisque ça a permis aux eucaryotes d'accéder à la photosynthèse et de coloniser un nombre de niches écologiques importantes, mais aussi évolutif, puisque cela a mené à des radiations évolutives au sein des eucaryotes. Donc on sait que l'ancêtre des chloroplastes a donné naissance à 3 lignées primaires chez les eucaryotes qu'on appelle les glaucophytes, les algues rouges, les rhodophytes et les algues vertes. Je vais sauter peut-être un autre exemple d'une endosymbiose peut-être indépendante. Mais à partir de ces 3 lignées, on a par la suite assisté à une diversification des endosymbioses secondaires dans lesquelles un eucaryote hétérotrophe a incorporé comme endosymbiont soit une algue verte, ce qui a mené à tout un tas de diversifications, soit une algue rouge, soit une algue verte. On parle de la lignée rouge et de la lignée verte. Et quand on explore ou quand on analyse la diversité des eucaryotes actuels de manière schématique, on a toujours des eucaryotes qui sont purement hétérotrophes, mais on trouve que la photosynthèse est présente chez beaucoup de lignées eucaryotes et c'est souvent par endosymbiose secondaire avec soit des algues rouges, soit des algues vertes, dans certains cas. Et l'histoire se complique parce qu'on a même des endosymbioses tertiaires où des eucaryotes ont accédé, hétérotrophes, ont acquis des endosymbiontes secondaires qui donc étaient issus de l'endosymbiose d'une algue avec un organisme hétérotrophe. Et parfois des remplacements, donc des endosymbioses en série, et notamment les dinoflagellés sont impliqués dans beaucoup de ce processus, comme si l'acquisition d'un endosymbion secondaire faciliter l'acquisition de n'importe quel autre endosymbion secondaire photosynthétique. Probablement, il y a des gènes qui sont déjà là, etc. Et 2 mots pour finir avec la symbiose mitochondriale qui est essentielle puisque à l'origine même de la cellule eucaryote, on observe également ce phénomène de réduction symbiotique puisque les génomes des alpha-protéobactéries de vie libre sont relativement grands, entre 3 et 9 mégabases.
on a des parasites qui ont des tailles de génome beaucoup plus petites, mais en tout cas beaucoup plus grandes que celles de génomes mitochondriaux, dont on a des génomes aussi réduits que les apicomplexes, par exemple, qui n'ont que 3 gènes qui codent pour des protéines, ou dans les cas des animaux, on a 13 gènes qui codent pour des protéines mitochondriales dans le génome mitochondrial. Alors, ces gènes, beaucoup ont été transférés au noyau. On a aussi un phénomène beaucoup plus radical dans le cas de l'endosymbiose mitochondriale, puisqu'on a non seulement une réduction progressive de la taille du génome, mais parfois une extension complète du génome. Et cela a donné à des organites des caractéristiques différentes. La mitochondrie est responsable de la respiration de l'oxygène dans les organismes qui la portent. Mais on a d'autres organites, on a parlé d'hydrogénosomes, qui sont des dérivés des mitochondries, qui ont perdu la capacité à respirer l'oxygène. Ce sont des organites qui fermentent, qui donc produisent de l'hydrogène. Et la plupart de ces hydrogénosomes ont déjà perdu le génome. Il y a seulement des cas rares où on a encore un génome résiduel. Et certains autres organites que l'on sait dérivés des mitochondries ont complètement perdu le génome. C'est le cas des mytosomes ou cryptons, des microsporidies, des organismes parasites. Et donc, si je dis que la symbiose avec l'ancêtre de la mitochondrie a été importante, c'est parce que probablement il est à l'origine même de la cellule eucaryote. On sait que l'ancêtre des eucaryotes avait déjà des mitochondries. Et donc, on ne peut que conclure que les eucaryotes dérivent de la symbiose de l'ancêtre des mitochondries dans un hôte dont la nature nous échappe pour l'instant, mais on pense que c'était soit une archée, soit quelque chose qui avait une composante archée très importante. Ce qui nous reste, c'est expliquer ces processus d'endosymbiose et d'intégration symbiotique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la symbiose y est pour beaucoup, parce que quand deux organismes établissent une symbiose, on a des changements de contraintes sélectives très importantes, surtout quand cette symbiose devient obligatoire, et ceci peut avoir lieu, par exemple, quand un gène d'un des partenaires est transféré à l'autre, est perdu dans l'organisme d'origine, donc on a déjà la fixation d'une symbiose obligatoire, et à ce moment-là, on a une redondance génomique avec beaucoup de gènes qui sont en copie, une redondance fonctionnelle parce qu'il y avait les deux fonctions dans les organismes partenaires. Alors cela donne énormément d'opportunités évolutives puisqu'on peut garder un gène en copie qui est fonctionnel toujours pour le consortium symbiotique, mais l'autre gène, soit on peut le perdre, donc on voit qu'il y a une perte des gènes le long de l'évolution de ces organites, mais on peut aussi le garder et on peut assister à une accélération du taux évolutif de ce gène-là, puisqu'il n'est plus soumis aux mêmes contraintes. On a déjà une copie fonctionnelle qui marche. Et donc cette augmentation du taux d'évolution peut conduire à l'innovation, à l'apparition de nouvelles fonctions. Et donc cette apparition des nouvelles fonctions et ces duplications de gènes peuvent mener à l'augmentation en complexité qu'on observe chez les eucaryotes actuels. Donc avec cette idée que les interactions entre micro-organismes qui deviennent des interactions de plus en plus intégrées et finalement des symbioses et finalement à l'origine des organites et des nouveaux organismes comme sont les eucaryotes, avec cette idée-là, qui ouvre de nouvelles perspectives écologiques d'adaptation, mais aussi évolutives, je finis cet exposé en vous remerciant. Merci beaucoup. J'étais peut-être un peu longue aussi.